voilà, notre propos, manque de clarté. On reviendra aussi sur des aspects, peut-être un petit peu plus administratifs, mais en fait, ce qu'on va attendre de vous, par rapport à votre candidature que vous allez nous soumettre, du coup pour cette année. Donc, le dossier de candidature, comment ça va se passer aussi, pour, solliciter un financement auprès du conseil départemental parce qu'on a essayé de travailler, en lien avec Hector Rafo sur des modalités administratives un petit peu plus, souples et ajustées, de sorte que ça soit pas, trop contraignant, pour vous. Donc ça va vous être présenté. On va également, revenir sur, des aspects de calendrier. Donc on va vous présenter, un calendrier prévisionnel qui est assez, ambitieux. On espère pardon, pouvoir le tenir, mais l'idée c'est que vous puissiez avoir bien en tête, les différentes échéances pour vous, en termes de candidature et de notre côté, quand est-ce qu'on va procéder aux examens des dossiers et quand est-ce que vous pourrez avoir, un retour de la CAF et du conseil départemental par rapport, au soutien qui pourra, vous être accordé. Et puis on fera un petit point, sur, les contacts au niveau de la CAF et du conseil départemental, sachant que je remercie, les équipes de la CAF présentes, ce matin. On a, Elisa Estria, référente de l'appel à projets, mais aussi conseillère en développement sur, un territoire. On a les conseillers, parmi nous qui vont, être en charge de l'examen, de vos candidatures et puis d'autres conseillers en développement qui interviennent aussi, sur le volet petite enfance, plus au titre du soutien à l'investissement. Mais en tout cas, les équipes de la CAF sont bien représentées, donc je les remercie également pour leur, présence. Elisa, on peut passer à la première slide, sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder parce que Domiti vous a hyper bien présenté, ces éléments-là, sur, les constats en fait, sur les besoins, des familles et notamment celles, qui souhaitent ou qui s'orientent, vers un parcours, d'insertion. Donc on entend, juste je vais peut-être simplement du coup, revenir sur des éléments de définition, de sorte d'être complémentaire par rapport aux propos de Domiti. Insertion, on entend bien, des personnes qui s'inscriraient dans un parcours de formation ou sur une reprise, d'emploi, ça comprend les 2. Et pour la CAF et on y tient et on souhaite, heu maintenir cette définition-là. Au-delà, du retour à l'emploi, il y a aussi, tout le volet insertion sociale qui nous semble hyper important. C'est pour ça que tout au long du webinaire, on va vous parler, d'AVIP et d'AVIS, puisque, on mêle bien, les 2. C'est un choix, local, mais on tient à le préserver. Domiti, vous a déjà, présenté les enjeux, de la CAF par rapport, au public, du coup en parcours, d'insertion. Donc, c'est un enjeu qui a été réaffirmé dans le cadre de la convention d'objectifs et de gestion, que la CNAF, donc, notre organisme de tutelle, signe avec l'État. On peut vous financer, on tenait à vous le préciser, via le fonds public et territoire. Donc ça, juste, peut-être une précision, vous avez en accès libre, la circulaire sur le fonds public et territoire qui est disponible, sur internet. Sachez que, c'est une circulaire nationale et que la CAF, des Hauts-de-Seine, comme toutes les CAF d'ailleurs, décline, au niveau local cette circulaire. Donc il y a des choix, opérés, notamment en termes de priorité d'action financée, qu'on va vous présenter là parce que toutes les caisses, n'interviennent pas forcément de la même façon. Donc on va être transparent avec vous sur les choix qu'on a, opérés, donc les priorités qu'on compte donner, aux actions financées et celles-ci ont été définies au regard, de ce qu'on connaît, du territoire, des Hauts-de-Seine. Heu, il y a un enjeu, qui concerne, les villes, mais que la CAF accompagne, c'est, la mise en place du service public de la petite enfance. Donc, ça, je ne vais pas, y revenir parce que c'est un sujet, d'actualité important. Je pense que tout le monde est bien au fait, mais en tout cas, nous, là, où on met l'accent et là où on travaille avec les villes, notamment dans le cadre des conventions territoriales globales, c'est, cet aspect, de, proposer, des solutions d'accueil, au public dits, les plus fragiles, donc ceux qui sont, éloignés de l'emploi ou ceux, qui ont, au sein de leur famille, un enfant, porteur de handicap. Donc voilà, on se concentre sur ces, 2, fragilités. C'est important pour nous, donc on essaye de travailler, avec les villes pour que, de plus en plus de places AVIP ou AVIS, puissent, s'ouvrir sur le département, quand bien même on sait que, c'est un peu, compliqué. C'est pourquoi on accentue notre soutien, on le maintient et on travaille, désormais plus en lien avec, le conseil départemental qui a commencé à financer, des places, l'an dernier et qui, maintient son soutien, pour cette année et qui, a fait un effort, d'ouverture puisqu'il y a d'autres, actions qui vont pouvoir être financées cette année et on va y revenir.
Elisa, tu peux passer à la slide suivante. Sur les nouveautés, donc j'en ai déjà, parlé, simplement à retenir que, le partenariat avec le conseil départemental se consolide. Donc voilà, c'est, assez précieux, je dois dire, parce que ça nous permet, d'être coordonnés et cohérents et puis pouvoir aussi, vous annoncer dès la sortie de l'appel à projets, les soutiens potentiels des 2 organismes. Donc ça sera, peut-être plus clair pour vous, notamment dans la constitution de votre budget prévisionnel où vous pourrez intégrer, Elisa y reviendra, une demande de soutien auprès de la CAF, mais également auprès du conseil départemental. Donc en termes de projection, ça sera sans doute un petit peu, plus clair parce que, davantage anticipé. Et la deuxième nouveauté, donc ce à quoi on aimerait, heu, parvenir, on a déjà fait une rencontre avec, le conseil départemental de nouveau, mais également France Travail, et les services de l'État pour voir comment on pouvait, labelliser officiellement les places AVIP et AVIS, soutenues par la CAF et le conseil départemental. Alors pourquoi, on parle là-dessus? Alors certains départements ont déjà un comité de labellisation bien établi. Nous, aujourd'hui, on n'en a pas, de structuré, mais on tient en fait à avancer sur ce sujet, pour, 2 raisons, principales. La première, ça va être celle de valoriser ces places, donc de pouvoir, communiquer, dessus et de mettre en avant votre travail. Il faut aussi que les familles puissent accéder, à cette information, ça nous semble important. Donc dès lors qu'il y a, un comité de labellisation, on pourra travailler, sur les modalités de communication qu'on peut faire, par rapport à ces places et également les actions que vous, faites, auprès de ce public cible et également ça va nous permettre d'avoir un travail, institutionnel interinstitutionnel plus important, structuré avec des échéances, peut-être plus resserrées, pour voir en fait comment, quelles sont nos opportunités de financement, de soutien, quelles sont aussi nos contraintes, de sorte qu'on puisse avoir, faire le même travail qu'on a fait avec le conseil départemental pour, essayer de voir quels sont les soutiens et comment on peut s'orienter éventuellement vers, du, développement de places. Voilà pour les nouveautés 2025 et maintenant on va rentrer plus, dans le vif du sujet, donc vraiment l'appel à projets, 2025 et donc je laisse la parole, à Elisa Estria. Je vais juste vous faire une petite précision au cours de la présentation, si vous avez des questions parce qu'il se peut que ça arrive, vous pouvez, lever la main. On fera des pauses pour vous, donner la parole et également intervenir, dans le chat. Je me charge de suivre les questions et puis, de les reprendre pour vous y répondre. Donc bonne, séance à tous. Vas-y Elisa. Bonjour à tous, je suis Elisa Estria, conseillère en développement territorial et moi je vais vous présenter plus en détail le contenu de l'appel à projet. Donc déjà, vous avez pu prendre connaissance du fait qu'il évoque beaucoup le dispositif AVIP et AVIS et il me semblait important dans un premier temps de clarifier ce qu'on entend par, ce dispositif. Donc AVIP, c'est l'accueil à vocation d'insertion professionnelle et AVIS, c'est l'accueil à vocation d'insertion sociale et nous, c'est pensé comme un dispositif qui se veut être un levier à l'insertion socio-professionnelle d'une famille qui a une problématique de manque de garde qui bloque du coup le projet d'insertion. Donc, ce qu'on attend, c'est que ça combine un accueil de l'enfant adapté et dans la mesure du possible modulable selon les besoins du parent et aussi qu'il y ait un suivi du projet de la famille. Pour ça, du coup, on demande qu'il y ait des places réservées au sein de vos équipements pour, ces familles qui souhaitent s'inscrire dans un parcours d'insertion et aussi, on souhaite que l'accès à ces places se fasse sur orientation d'un professionnel du champ de l'insertion sociale ou professionnelle. Donc ça peut être, un conseiller en insertion professionnelle, un conseiller France Travail, un travailleur social du département, d'une structure, d'accompagnement, un travailleur social de la CAF et là, du coup, on est sur des accueils qui sont adaptés et modulables, qui sont réévalués périodiquement en fonction de l'avancée du parcours du parent, mais avec un minimum d'accueil de 10 heures par semaine. Ensuite, pour ce qui est de la formalisation de l'accueil, donc il est demandé, que ce soit formalisé via un contrat qui est tripartite, donc qui est fait entre la famille, la structure d'accueil et le professionnel prescripteur, donc le professionnel qui est chargé de l'accompagnement de la famille et aussi qu'après il y ait un suivi du projet, qui soit assuré par un professionnel identifié qu'on appellera dans le cadre de ce webinaire et aussi dans le cadre de l'appel à projet un référent insertion. En fait,
Le référent insertion, on va clarifier au fil des diapositives, mais ce qu'on attend de lui, c'est vraiment que ce soit un coordinateur du dispositif, du coup, et c'est quelqu'un qui va être aussi bien chargé de communiquer sur le dispositif AVIP, mais aussi d'assurer le suivi de ses places. Donc aussi bien dans la gestion de l'accès que aussi du suivi des besoins de réévaluation périodique, aussi bien avec la famille, le professionnel qui oriente qu'avec le AJE. Et enfin, ce qu'on souhaite et ce qui est demandé, c'est que si à terme la famille arrive à accéder à un retour à l'emploi ou à l'accès à une formation qui nécessite un volume d'heures d'accueil plus important, c'est que la structure puisse proposer du coup une place pérenne à terme à la famille. Et du coup, pour vous aider à mettre tout ça en place, on a décidé de proposer différentes aides qui peuvent être mobilisables à ce titre. Donc, il y en a 4, comme vous pouvez voir. Donc, il y a le soutien des places à VIP à vis. Donc là, c'est pour vous aider à compenser notamment les surcoûts qui sont liés à toute la logistique qu'il y a derrière ce dispositif et aussi les éventuelles pertes financières induites par un accueil réduit autour de ces places et aussi le financement donc du poste référent insertion que je vous ai déjà expliqué précédemment, mais qu'on va repréciser. Donc l'idée, c'est de nommer ou embaucher au sein de vos équipements une personne qui assure le suivi. Et pour ces 2 actions-là, du coup, il y a la possibilité de bénéficier d'un financement complémentaire du conseil départemental, mais on y reviendra un peu plus dans la partie après qui concerne la demande. Et aussi, nous, au niveau de la CAF, on finance l'intervention à destination du public cible. Donc ça, on va rentrer dans le détail après, donc je ne vais pas vous alourdir d'informations qui seraient communiquées 2 fois. Et aussi les actions de soutien aux professionnels. Donc là, on va rentrer plus dans le détail de chaque action. Alors, les places à VIP à vis, l'idée, c'est, comme je vous disais, d'aller compenser finalement le manque à gagner pour vos équipements. Donc, on va être sur on va soutenir le développement de nouvelles places, mais aussi le soutien des places existantes. Et l'idée, du coup, c'est de répondre aux attendus du dispositif. Donc, ce qu'on a noté comme principaux points, c'est le circuit spécifique d'accès aux places dédiées, la possible modulation de l'accueil en fonction de l'évolution du projet du parent et le suivi du parcours en lien avec le professionnel prescripteur. En termes de possibilités de financement, donc nous, au niveau CAF, on peut soutenir à hauteur de 2 600 € par place pour la CAF et le conseil départemental pourrait soutenir de manière complémentaire aussi à hauteur de 2 600 €. Bien sûr, on est toujours dans la limite du coût de l'action. Mais voilà, ce sont des financements qui peuvent être cumulatifs. Et enfin, donc, qu'est-ce qu'on va vous demander dans la demande si vous souhaitez candidater sur cette action-là? C'est de préciser, nous indiquer comment s'organise le dispositif au sein de vos équipements. Et pour vous aider, parce que c'est pas forcément simple d'expliciter un fonctionnement, vous verrez dans les fiches de demande, on vous a orienté avec quelques questions sur ce que nous on attend et dans quelle mesure vous arrivez à répondre à ces attentes dans le cadre de votre dispositif au sein de votre équipement. Ensuite, donc, on est sur le financement du poste de référent insertion. Donc du coup, les conditions, c'est que le référent insertion je vous ai mis dans le cahier des charges, un petit zoom sur les missions. Là, j'en ai repris que quelques-unes, mais je vous invite à vous référer, si nécessaire au cahier des charges, quand vous complétez le dossier pour voir dans quelle mesure, ça correspond en totalité ou en partie ou pas. Du coup, dans les missions, on attend l'élaboration d'un réseau partenarial. En fait, vraiment le référent insertion, c'est l'interlocuteur avec, voilà, entre, le AJE et son dispositif et les différents professionnels du champ, social. On attend de lui qu'il soit en mesure de présenter le dispositif aux parents, comment ça fonctionne, les échanges périodiques et qu'il soit en lien, régulier avec le parent pour assurer le suivi du projet et aussi avec, le professionnel qui prescrit. Ensuite, en termes de financement possible, donc là, nous, au niveau CAF, on est sur 50 du coût de l'ETP alloué à la fonction, c'est-à-dire le temps vraiment dédié à la fonction de référent insertion. Si c'est une personne qui a d'autres fonctions au sein de l'équipement, c'est tout à fait possible, mais dans ce cas-là, nous, on va vraiment isoler le temps qui est sur cette mission-là. Et donc, dans la limite de 15 000 € par la CAF. Et à cela, le département peut aussi soutenir
à hauteur de 50% du coût de l'ETP, aussi alloué à fonction, et toujours dans la limite de 15 000 euros. Donc, on est toujours sur des bruts chargés. Et après, voilà, il faudra bien préciser les missions du référent insertion. Donc, dans la demande, alors j'ai un écho, je pense qu'il y en a une de vous deux qui a le micro allumé. C'est bon? Excusez-moi, c'est pas très agréable d'entendre plusieurs fois sa voix. Donc, dans la demande, on demanderait à ce que vous joigniez la fiche de poste du référent et que vous puissiez expliciter le travail partenarial engagé par le référent insertion et les éventuelles actions complémentaires effectuées. Donc, je vais préciser cette dernière phrase. Qu'est-ce qu'on entend par les éventuelles actions complémentaires effectuées? C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui occupent déjà des postes de référent insertion qui vont déployer aussi des actions en lien avec le retour à l'emploi. Je pense par exemple à un référent insertion qui va proposer des ateliers de recherche d'emploi, des ateliers sur l'estime de soi envers le public qui intègre le dispositif AVIP. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant de les expliciter parce que même si la CNAF aujourd'hui, elle attend d'un référent insertion qui soit plutôt vraiment une relation entre l'extérieur, enfin avec le professionnel dans l'insertion qui accompagne la famille et le AJE, c'est toujours intéressant de préciser ce qui peut être fait, notamment en vue d'un retour à l'emploi ou d'action d'insertion de la famille. Alors, je vais continuer. Après, s'il y a des questions, Aurélie, tu me dis, parce que comme je projette, je ne vois pas. Donc ensuite, on est sur les interventions professionnelles à destination du public. Donc qu'est-ce que ça recouvre? Ça recouvre des actions auprès du public concerné par le dispositif, donc des actions qui sont soit à destination des parents ou des jeunes enfants, en lien sur des thématiques en lien avec la charte d'accueil du jeune enfant. Donc pour repréciser, la charte d'accueil du jeune enfant, elle reprend toutes les thématiques sur la prévention des stéréotypes, enfin, tout ce qui est le langage, l'alimentation, enfin, sur différentes thématiques. Les conditions, c'est que les actions sont destinées au public et que l'équipement, il est un dispositif AVIP, AVIS, et un accueil spécifique pour des publics en parcours d'insertion. En termes de financement possible, donc nous, au niveau de la CAF, on a des taux d'intervention qui vont être différenciés en fonction du statut du porteur de projet. Donc, on peut intervenir pour les villes et les équipements du secteur privé lucratif sur un taux d'intervention de 20%. Et pour les structures privées non lucratives, donc dedans, on va inclure l'économie sociale et solidaire, l'associatif, les coopératives, on peut aller sur un taux d'intervention à 40%. Donc, c'est du coût du professionnel. Et donc, c'est dans la limite de 15 000 euros par an pour le renforcement du personnel et dans la limite de 4 000 euros par an pour des intervenants extérieurs. Juste une petite précision pour le renforcement du personnel, parce que je pense que c'est bien de préciser ce point-là. C'est par exemple si, je prends l'exemple d'une ville qui aurait un psychologue qui serait sur un autre service, qui serait détaché pour venir intervenir au sein de l'équipement, ce serait ce temps-là qu'on serait dans le renforcement de personnel. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est déjà embauché, notamment par une collectivité, par exemple, parce que c'est là où il y a des différents professionnels, différents secteurs, mais par exemple, un psychologue qui vient faire des interventions périodiques, ce serait à ce titre-là. Et dans la demande, qu'est-ce qu'on va vous demander? On va vous demander du coup comment vous avez pu repérer le besoin et l'impact recherché. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à aller sur ces thématiques-là? Qu'est-ce qui fait que ça a retenu votre attention et que vous avez voulu développer quelque chose? Et on va vous demander aussi le devis du prestataire et ou l'estimation du coût qui correspond au temps consacré par l'intervenant aux actions. Et enfin, la dernière action, donc le soutien aux professionnels. Donc le soutien aux professionnels, alors j'ai mis soutien professionnel parce que sinon le titre était excessivement long et ça allait être illisible. Ça recoupe les actions de formation des professionnels sur les thématiques en lien avec les besoins ou les spécificités du public, les actions de supervision et les actions d'analyse des pratiques. Les conditions, c'est à peu près toujours les mêmes. C'est que l'équipement, il est un dispositif AVIP, AVIS et ou un accueil spécifique pour les publics en parcours d'insertion. Et par contre, on vous demandera de ne pas intégrer les actions des journées pédagogiques qui sont déjà financées dans le cadre de la PSU. Là, on est sur des actions complémentaires à ce qui est proposé au sein d'un EAJE classique. En termes de montant, là pareil, on a des taux d'intervention qui sont différenciés.
Donc du coup, on est sur 30% du coût d'intervention du professionnel pour la ville et le secteur privé lucratif et 80% du coût d'intervention du professionnel pour le privé non lucratif. Donc c'est dans la limite de 3 000 € par an pour la supervision de professionnels et 4 000 € pour la formation. Et pareil, dans le dossier de demande, on vous demandera l'identification du besoin et une présentation des thématiques qui seront abordées lors des séances avec les professionnels. Est-ce que déjà, il y a des questions, Aurélie, avant que je continue? Alors, je n'ai pas vu de questions au sein du chat, mais on peut-être faire une petite pause pour prendre vos questions. Heu, Levez pas forcément la main vu qu'on n'est pas, nombreux, vous pouvez intervenir, si, jamais il y a un point qui nécessite une précision. Oui, bonjour, Marie Richer, directrice petite enfance à l'association IEPC. J'aimerais une précision concernant les groupes d'analyse de pratique. Quand vous dites la supervision des professionnels, vous parlez de quels professionnels? C'est pour les professionnels qui accueillent, les Les jeunes enfants. enfants dans le cadre du dispositif AVIP. Oui. D'accord, vous ne parlez pas des chargés d'insertion. Non. Non, non, là, on Ok, est vraiment sur les professionnels qui accueillent les enfants. ok, très bien. Ouais, c'est tout. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Jeanne Bernard, je suis directrice adjointe d'un centre maternel et parental avec une crèche dans l'association. Euh, et du coup, la question portait plutôt sur les référents insertion. En fait, il y en a deux des questions. La première, c'est est-ce que, par exemple, ça peut être le référent insertion peut être l'éducateur spécialisé au sein du centre maternel qui va orienter la famille vers la crèche du centre maternel. Voilà. Ou est-ce qu'il faut que ce soit un référent mission locale? Est-ce qu'il faut que ce soit... Voilà, parce que c'est... Alors, en fait, le référent insertion, est-ce que ça peut être un éducateur spécialisé? Sur le principe, pour moi, oui. Pour autant, il ne faut pas que ce soit le professionnel qui accompagne la famille. C'est-à-dire qu'on va dissocier, la mission d'accompagnement de la famille que la mission de référent insertion. Parce que, enfin, sauf erreur de ma part, pour les familles maternelles, j'imagine que l'éducateur, il est déjà en posture d'accompagnement des familles. Tout à fait. Donc là, ça voudrait dire qu'on est sur une personne qui, pour moi, est sur des différentes missions. Une mission de référent insertion et une mission de temps d'éducation. Après, j'ai déjà eu écho de votre projet. Je pense qu'après, sur des structures un peu spécifiques comme les vôtres, je pense que c'est bien dans un second temps, et d'ailleurs c'est valable pour vous tous, de s'il est besoin, de prendre un temps où on peut échanger avec le conseiller en développement de votre territoire et éventuellement moi, si je peux m'associer, pour que vous puissiez nous préciser votre fonctionnement et qu'on vous dise si oui, on est dans le cadre de la VIP, partiellement, enfin qu'on puisse Non, prendre un temps c'est pas vraiment possible. plus spécifique. Oui, mais bon, ok. Bon. Bah, du coup, auprès de qui on prend rendez-vous? Parce que... Bah, du coup, je vous laisse mettre votre nom et vos coordonnées dans le fil de discussion et on reprendra et la ville, du coup et on vous proposera un rendez-vous. Mettez vos coordonnées, on va vous proposer un temps Ok, d'échange plus individualisé. Je pense que ce sera mieux. très bien. Merci. Merci à vous. À la fin du webinaire, vous aurez, également, Mmh. accès, aux coordonnées de votre conseiller, territorial puisqu'en fait, Elisa est référente, mais, il y a différents conseillers, qui sont répartis sur le territoire et qui accompagnent, les structures en fonction de là où elles sont implantées. Donc vous pourrez reprendre attache avec la personne, en charge de vous suivre et quoi qu'il en soit, on est bien au fait qu'il y a un besoin, sans doute d'un entretien Mmh. plus individuel pour vraiment, qu'on se focalise sur votre projet. Donc on reprendra, quoi qu'il en soit, attache avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je continue du coup? Je pense que oui, Elisa, vas-y.
Alors, on va rentrer dans le pratico-pratique de la demande. Donc, qu'est-ce que on vous demande? C'est de compléter la présentation de vos structures. Donc, ça correspond à la fiche numéro 1. Et ensuite, en fonction des différentes actions pour lesquelles vous sollicitez un financement, de compléter les fiches qui correspondent aux actions. Je m'arrête un petit peu sur la présentation de la structure. Vous verrez dans cette fiche, donc on va vous demander des informations sur quel l'équipement, qu'est-ce que vous faites, tout ça. On va vous demander un contact aussi. Mais ce qu'il est important de s'attarder dessus, c'est qu'il y a la possibilité, si vous avez pu regarder le dossier, de demander un financement pluriannuel pour ce qui est des financements CAF. Donc, qu'est-ce que nous, on entend par un financement pluriannuel? C'est la possibilité de solliciter le financement pour soit l'année 2025, soit 2025-2026, soit 2025-2026-2027. Bien évidemment, toutes les actions ne nécessitent pas forcément un financement pluriannuel. Donc, on va vous inviter à cocher les actions pour lesquelles vous souhaitez une pluriannualité et de laisser libre celles pour lesquelles vous ne souhaitez pas. Et aussi, ce qu'il y a dans cette fiche de présentation de la structure. Et vous verrez aussi, il y a votre accord pour transmettre si vous êtes sur des financements type place à Vipavis ou poste de référent insertion, pour que nous transmettions votre dossier au conseil départemental. Donc ça, je vous invite à être très attentif à cette partie-là, parce que nous, on a besoin, après, si vous avez le droit à des financements complémentaires, on a besoin que vous nous donniez votre accord pour qu'on puisse transmettre votre dossier. Donc, on vous demandera aussi de joindre les justificatifs selon les actions. Donc, pareil, sur le document pour faire la demande, on vous demandera selon les différentes actions quels sont les justificatifs que nous avons besoin. Et ensuite, on vous demandera de transmettre un budget détaillé par action et par année, quand il y a une pluriannualité, signé et cacheté, qui intègre les montants sollicités auprès de la CAF et du conseil départemental pour chacune des actions. Donc, je vais traduire cette longue phrase. L'idée, c'est que si vous demandez une pluriannualité sur de la VIP, par exemple, vous allez dire, on veut une pluriannualité 2025-2026. Dans ce cas-là, il nous faudra un budget prévisionnel 2025 et un budget prévisionnel 2026 sur l'action à VIP. Et autant que les charges, vous pouvez les mettre, mais dans les produits, vous intégrez le financement que vous comptez demander au conseil départemental. C'est-à-dire que vous intégrez aussi bien le financement qu'il est possible de demander auprès de la CAF que le financement qu'il va être possible de solliciter auprès du conseil départemental. Ensuite, si vous avez des difficultés dans la rédaction de la demande, surtout, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On est là pour vous aider, et même c'est plus facile parce qu'après, s'il y a des choses qui nous manquent, on est obligé de vous ressolliciter parfois plusieurs fois, même si j'entends, parce que les dossiers ne sont pas forcément faciles à compléter. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous en amont, ce qui permet que ça nous facilite l'instruction et ça nous économise des allers-retours qui auront lieu en plein été. Donc voilà. Après, une fois que vous avez compilé tous ces documents, je vous invite à les envoyer sur notre boîte mail dédiée, qui est insertion@caf92.fr. Et ensuite, nous, s'il y a besoin, on va transmettre nous-mêmes le dossier au conseil départemental pour qu'il puisse étudier et procéder au paiement des aides complémentaires. Pour ce qui est des versements, comment ça se passe? Donc, je vais surtout m'attarder sur la partie CAF. Donc, à la signature de la convention, on vous verse un acompte de 70% du montant de subvention accordé. Et ensuite, les 30%, le solde qui reste, c'est versé à la transmission du bilan et des budgets réalisés N+1. C'est-à-dire que là, par exemple, 2025, nous, on va étudier vos dossiers. On attend que nos administrateurs les valident. Ensuite, il y a des conventions qui vous sont envoyées. On vous envoie l'acompte de 70%. Et début 2026, on va vous dire bonjour, on a besoin de vos bilans. Et là, dans ce cas-là, une fois que vous envoyez les bilans, ça génère le versement du solde. Et si vous bénéficiez d'une pluriannualité, ça génère le déclenchement de l'acompte pour l'année d'après. Pour ce qui est du conseil départemental, pour moi, on est aussi sur un financement qui sera en double versement, une avance, puis le solde. Mais sauf erreur de ma part, il y a des modalités qui étaient encore à préciser. Je m'arrête, je ne sais pas si Monsieur Raffo, vous aviez Oui. des précisions à apporter peut-être? A priori, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais bonjour à toutes et tous, hein, juste
effectivement, on a souhaité, côté conseil départemental, s'associer à cette démarche parce que en tant que bah, chef de file de l'action sociale sur le territoire et notamment sur les enjeux d'insertion, il me semblait que c'était vraiment intéressant de nous positionner sur le sujet des modes de garde parce que c'est un frein majeur, comme vous l'expliquez tout à l'heure, pour l'insertion des publics et le travail pour retourner vers l'emploi. Euh, et donc, du coup, on a essayé effectivement, comme ça vous a été présenté, de faire le plus simple pour vous et le plus neutre d'un point de vue traitement administratif, parce qu'on sait que tout ceci peut être assez lourd. Donc, effectivement, il n'y aura pas de demande à déposer auprès du département, mais le filtre sera fait par la CAF. Quant à la question du versement, je pense qu'on se calera, comme la CAF, sur un principe d'un acompte et d'un solde sur ce type comment dire, d'ordre de grandeur 70-30. Euh, Peut-être 60-40, je dois juste vérifier deux, trois trucs, mais je pense qu'on va essayer de faire le plus simple et de nous mettre comme la cave sur un 70-30. Voilà. Merci Hector. Juste peut-être une précision pour les porteurs de projets. Nous, la CAF, on a la possibilité de faire de la pluriannualité sur certaines Oui, actions. Vous, on est d'accord que les financements faut pas. seront uniquement fléchés sur l'exercice 2025. C'est bien Mm, ça? effectivement, je vous confirme, on n'est pas en capacité L'idée, c'est, par contre, je précise, l'idée, c'est qu'on s'engage dans la durée sur ce dispositif. Donc, voilà, qu'on contribue à ces appels à projets pour les années prochaines. Mais par contre, on n'est pas en capacité, enfin, on ne peut pas, juridiquement, s'engager sur plusieurs années. Euh, voilà, effectivement. Merci Hector. Il y a juste une question qui est arrivée dans le chat de la part de Madame Bonhomme. Merci pour votre question. Madame Bonhomme nous demande en fait si, enfin, a priori sur votre structure, il y a des orientations de parents qui s'inscrivent dans un parcours linguistique et est-ce que du coup la CAF le considère comme un parcours qui relève de la l'AVIS? Domiti, tu peux prendre la question s'il te plaît, parce que Oui, pour moi, attendez, excusez-moi, pour moi, le parcours linguistique est un des aspects du parcours d'insertion. Donc, le parcours linguistique seul ne constitue peut-être pas un parcours d'insertion global. Donc, pour moi, la VIS ou la VIP a vocation à repérer et à offrir une place d'accueil à un enfant dont le parent est en parcours d'intégration. Dans ce cadre-là, on est sur une intégration et un parcours et un accompagnement qui me semble être plus global que simplement cet aspect linguistique. Mais l'accès à la langue fait partie d'un des aspects de l'accompagnement et de l'intégration. j'espère que Madame Bonhomme, ça répond bien à votre question, mais vous nous avez fourni votre Merci adresse beaucoup. mail si D'accord. jamais on reprendra Parfait. individuellement. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les modalités de candidature? C'est des aspects administratifs assez classiques, mais ok. A priori, pas de questions. Lisa, on peut peut-être passer sur les D'accord. éléments de calendrier. Alors, un petit point calendrier. Donc là, l'appel à projet vient d'être diffusé. On vous demandera de nous transmettre des candidatures avant le 11 juillet. Ensuite, du coup, on va arriver sur le temps de l'instruction, c'est-à-dire le moment où nous, conseillères en développement, nous allons prendre connaissance de vos demandes et revenir vers vous pour des éventuelles précisions, questions complémentaires. Et ensuite, ce qu'il est prévu, c'est qu'on ait une commission, une validation par les administrateurs de la CAF qui serait fin septembre. Et ensuite, dans la foulée, la transmission des dossiers au conseil départemental en vue de l'examen et du financement complémentaire.
Donc, on est toujours, bien sûr, sur les 2 premières actions, à savoir les places à Vipavis et le référent insertion. Après, dans la foulée, donc, on irait sur un comité de labellisation des places à Vipavis, qui a du sens. C'est aussi une manière de mettre en lumière tout ce que vous faites, dans le cadre de ce dispositif-là. Et ensuite, on fait un bond dans le temps. On arrive à l'année prochaine et dès début 2026, on fera l'appel des bilans. Donc, comme je le disais précédemment, les bilans, ils sont nécessaires et pour verser le solde et pour déclencher les acomptes pour les années suivantes en cas de financement pluriannuel. Donc, pour vous aider, alors je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent, mais je pense que c'est intéressant de remettre les contacts des conseillères en développement qui instruiront vos demandes, donc en fonction des territoires. Donc, il y a Aurélie Martin, Sabine Mégarbanet, Ornéa Léon. Et on a aussi un contact de Madame Snadly du département qui pourra répondre aux questions plus spécifiques sur le financement complémentaire du conseil départemental. Donc voilà. Après, comme je vous disais, on reste à votre disposition, notamment pour les personnes qui ont mis leur mail pour proposer des temps plus individualisés sur les projets spécifiques de vos équipements. Et en ce qui me concerne, j'ai terminé. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou des choses que vous souhaitiez rajouter, mes collègues. On va voir s'il y a des remarques ou des questions particulières avant de terminer. Monsieur Raffo, vous avez des éléments à ajouter ou ça va de votre côté? Non, non, on est ravis de cette collaboration entre nous et on espère que ça suscitera de la motivation et de l'enthousiasme du côté des établissements. Mais merci pour votre présence, en tout cas ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres questions côté porteur de projet? Pour nous, Bonjour, moi Villeneuve. bonjour, moi c'est pas vraiment une question, c'est plus un constat. Je trouve ça assez difficile dans les conditions qui sont requises d'accueillir un minimum de 20% d'enfants de moins de 3 ans. Parce que j'imagine que c'est 20% de l'agrément et c'est vrai que je trouve que ça freine un peu la possibilité de s'engager dans ce projet. Alors, effectivement, à l'origine même, c'était, un taux, d'enfants, plus important qui était demandé, à l'origine, hein, de la création du dispositif. Donc il y a déjà, eu un allègement, du taux d'enfants à accueillir et Elisa me précisera si je ne me trompe, mais il y a une réflexion, qui s'est engagée au niveau national, pour voir dans quelle mesure, ce taux pourrait à l'avenir être encore, revu, ou en tout cas, que les modalités, et les attentes, les exigences, nationales, puissent être peut-être, plus faciles à mettre en œuvre. Et j'ai un deuxième petit point, c'est qu'effectivement, après, vous demandez, ce qui me semble logique, que le parent ait une place pérenne dès qu'il y a un retour à l'emploi. Mais ce qui veut dire, si on veut lui offrir une place pérenne en retour à l'emploi, c'est comme si on gelait une place, en fait. C'est-à-dire qu'au départ, on peut lui donner 2-3 jours et qu'en fait, si on veut lui offrir de manière sûre une place pérenne, c'est-à-dire qu'on ne peut pas compléter cet accueil avec un autre 2-3 jours si on veut vraiment lui offrir une place pleine quand il prend un retour à l'emploi. Donc, quelque part, ça gèle un peu des places également dans les structures. Et c'est vrai qu'au au regard de ça, les 2 600 € de financement sont peu par rapport à la PSU qu'on perd, quoi. Ah, je posais une colle. Pas du tout, Non, non, pas du tout. non, pas du tout. Enfin, alors deux éléments déjà, de réponse par rapport à votre remarque. En fait, effectivement, ça commande, enfin le dispositif commande, d'organiser en fait, une rotation,
sur ces places-là. Après, deuxième point, c'est quand même bien pour ça parce qu'on sait que c'est complexe en fait dans la gestion, que la CAF et aujourd'hui le département viennent financer davantage ce type de place, sachant qu'en parallèle, alors du côté de la CAF, au niveau de la prestation de service unique, vous avez aussi le bonus mixité sociale qui peut intervenir également. Donc en fait, il y a vraiment un objectif de soutien fort, financier, dans le cadre de la PSU et dans le cadre de ces fonds dédiés qui viennent compléter au maximum l'engagement des villes, par exemple, enfin des gestionnaires. Et puis, juste pour compléter, mais peut-être qu'on a une vision erronée, mais par rapport aux candidatures qu'on a déjà pu instruire, il s'avère que les enfants accueillis sont plutôt des enfants enfin, ce ne sont pas des nourrissons. Donc en fait, la place pérenne, j'entends votre remarque, mais comme on est sur des enfants plus grands, finalement, en fait, il y a une entrée en école maternelle qui s'opère rapidement après cet accueil un petit peu spécifique. Donc voilà, s'il s'avérait que les publics étaient beaucoup plus jeunes, faudrait nous le faire remonter parce que ça voudrait dire qu'on a une vision erronée voilà, du public réellement accueilli. Mais en tout cas, c'est ce qu'on a pu observer et ça permettait de lever un petit peu la difficulté de la place pérenne, puisqu'on est sur des enfants qui ont plutôt entre 2-3 ans. Donc l'entrée en école maternelle se fait quand même assez rapidement. Alors, cette année, on est sorti des commissions d'attribution parce qu'on les a fait au printemps. On a eu quand même pas mal de demandes de femmes ayant besoin, notamment surtout les femmes malheureusement, ayant besoin d'une place en crèche pour leur bébé pour un retour à l'emploi et qui étaient en recherche d'emploi quand même. Hein. J'ai pas que des grands, hein, j'ai vraiment les 3 âges. Ok, bah, ce sera important de le préciser pour qu'on ait une visibilité un petit peu plus grande et puis qu'on le mette en comparaison aussi avec ce que d'autres porteurs de projets nous soumettent. Merci en tout cas pour votre question. Merci. Il me semblait qu'il y avait quelqu'un qui souhaitait intervenir également, en même temps que Madame Hutin. Peut-être qu'on y a déjà répondu à la question du coup, par le biais de cette intervention. Non, c'est Madame Bonhomme qui a mis du coup Ah, une question dans la conversation. Ok, j'y étais plus. Excusez-moi, merci du coup pour votre aide. Ah oui, non, mais on a déjà répondu à cette question tout à l'heure sur les parcours linguistiques. Donc normalement, Madame Bonhomme a eu sa réponse et ça peut peut-être servir aussi d'autres porteurs de projets qui s'interrogeaient sur cet aspect. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou alors on peut clôturer la séance? Ça semble bon. Ok. Donc, je l'ai précisé dans le chat, mais je le redis à l'oral. Le support de présentation va bien sûr vous être adressé. Donc, il va au-delà du cahier des charges, mais ça permet que vous ayez une synthèse. Donc, c'est bien transmis. Et voilà. Et on a aussi procédé à un enregistrement de la séance. Si, Aurélie Martin s'est chargée d'enregistrer le webinaire. Merci Aurélie. Donc du coup, voilà, il sera transmis aux personnes qui n'avaient pas pu se libérer ce matin. Dans le chat, on nous remercie pour la présentation. Et bien de rien, avec plaisir. On espère que ça vous a un petit peu éclairé et comme le disait Monsieur Raffaud, que ça suscitera de la motivation pour nous transmettre des actions et notamment parce qu'on a une intention sur un accompagnement à 360 degrés. Donc on espère voilà, que vous pourrez nous faire remonter ce que vous faites et qu'on sera en mesure de vous soutenir. Juste, excusez-moi, oui, je vous interromps juste parce que je suis désolée, là, j'ai une question qui me vient tout de suite oui, parce que je viens de regarder allez-y, les documents. profitez-en. Je suis désolée parce que je n'avais pas regardé les documents avant. Sur l'association, nous avons 2 chargés d'insertion. Est-ce que du coup, on les renseigne toutes les 2 ou on n'en met qu'un référent parce que sur le département, on a 2. Vous êtes quelle structure? Excusez-moi que je puisse... IEPC. IEPC. Normalement, c'est 1. Normalement, c'est 1. Ok. Oui. Ok.
Ok, Après, d'accord. on vous demande. Alors, Elisa a fait un travail cette année de sorte de pouvoir davantage vous guider sur les informations dont on a besoin pour pouvoir procéder à un examen complet de la demande. Donc, normalement, il y a des questions supplémentaires qui ont été intégrées. C'est pas D'accord. pour alourdir, mais c'est simplement pour guider un petit peu le propos. Mm. Mm. Et donc, n'hésitez pas à nous faire part, enfin, nous expliciter le fonctionnement, le temps de travail de chacun ou chacune des charges d'insertion pour qu'on puisse bien maîtriser le fonctionnement et opérer une décision sur des éléments d'information complets. Mais normalement, on finance, on D'accord, limite oui. le soutien à un poste. D'accord, Mais ok, par contre, vous top. pouvez bien expliquer pourquoi vous êtes 2, enfin pourquoi il y a 2 personnes et comment, vous êtes répartis, Oui, le les public ou différentes les tâches. territoires. Très Et bien. je m'excuse de la coquille, on est le 19 juin et pas le 19 juillet. Comme Oui. film en bas. Elisa a hâte d'être en vacances. Non, mais non, 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 du tout. Euh, du coup, il n'y a pas d'autres regrets. J'espère qu'on a pu en tout cas balayer l'ensemble des questions généralistes. Et après, évidemment, si des questions vous viennent, vous pouvez prendre attache avec votre conseiller en développement qui se chargera de vous accompagner au mieux. Euh, Est-ce qu'on a une idée sur la temporalité du rendez-vous téléphonique? Écoutez, il faut qu'on fasse le point parce qu'au-delà de cet appel à projet, on a d'autres dispositifs là en cours et des entretiens déjà prévus et on doit prioriser. Mais en tout cas, voilà, sur la phase de candidature, madame, on vous recontactera pour faire un entretien plus poussé. C'est simplement que les emplois du temps sont assez contraints et il y a des porteurs de projets qui ne peuvent pas souffrir d'attente. Donc, mais on revient vers vous sans faute, c'est promis. Et bien, du coup, merci à tous pour votre mobilisation de ce matin. On vous dit à très bientôt et on vous envoie les documents dans la journée. Merci Voilà. Merci, bonne beaucoup. journée. Merci, Bonne Bonne au journée à journée vous. revoir. à Merci à tous. Au tous. revoir. Au revoir. Au revoir.